Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis votre coprésentateur Max, accompagné de Jeff. Bonjour tout le monde, super excité aujourd'hui avec notre invité du jour, donc très hâte à cette entrevue. Merci Jeff. Aujourd'hui, nous recevons Émilie, qui est cofondatrice de Air Commune et qui est aussi une spécialiste du marketing et des ventes. Émilie, c'est une entrepreneure x4 avec plusieurs expériences à son arc. Nous sommes vraiment ravis de l'accueillir. Émilie, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Très hâte de vous parler. Merci à toi d'être là. Merci, Émilie. Alors, Émilie, il y a quelque chose qui est quand même assez intriguant. Je le disais tout à l'heure, entrepreneur x4, et quand je dis entrepreneur x4, c'est le fait d'avoir fondé plusieurs entreprises. Ça, c'est le côté professionnel. Mais quelqu'un qui aujourd'hui souhaite en savoir davantage sur Émilie, c'est qui Émilie aujourd'hui? Ma petite bio. Je suis native de la Gaspésie. Peu de gens savent ça, mais j'ai grandi à Rimouski et je suis déménagée à Montréal pour l'université. J'ai fait un bac en sciences politiques avec une mineure en business. Et ensuite, je me suis lancée dans le monde de l'événementiel et j'ai fait du développement d'affaires. J'ai été travailleur autonome aussi en événementiel sur différents projets pour finalement partir en entreprise. Je dirais, je suis une fan de plein air, donc je suis très active. Je fais beaucoup de sport, beaucoup d'activités. J'aime beaucoup travailler aussi, mais je pense que le fait de venir d'une petite région m'a vraiment... Puis d'avoir grandi en région, d'être déménagée à Montréal, j'aime les deux mondes beaucoup. Donc, puis ça a vraiment enrichi ma façon de voir et de travailler, de connecter avec les gens, de gérer ma vie personnelle aussi. Donc, ouais, je dirais, je fais beaucoup de ski l'hiver. Fait que mes amis le savent, là, l'hiver, les mercredis de tempête, je suis pas au bureau, je skie. C'est où que tu skis? Je fais beaucoup de hors-piste, fait qu'un peu en Estrie, dans les Laurentides, aux États-Unis, dans la Gaspésie, dans les Chic-Chocs, ouais. Ouais, ça c'est comme la destination, les Chic-Chocs. Ouais. C'est vraiment... il faut conduire longtemps, puis en tempête, ça peut être compliqué de se rendre. Ouais. Il y a quelques années, on était là quand il y a eu une grosse tempête et toutes les routes de la Gaspésie du Bas-Saint-Laurent ont fermé. Donc, on était pris dans la ville, carrément. On ne pouvait pas sortir ou rentrer, puis il y avait énormément de neige, donc ça allait super bien. Mais on avait des amis qui devaient retourner à Montréal ou même qui étaient partis de Montréal pour venir nous rejoindre, qui sont restés 3 jours dans un motel à Montjoli parce qu'ils ne pouvaient même pas venir. Fait que, ouais, c'est des petites choses qui arrivent comme ça, mais c'est mon genre d'activité. Très bien. Et alors, la Émilie passionnée du hors-piste, quand elle était toute petite en Gaspésie, de quoi est-ce qu'elle rêvait en fait de devenir plus tard? Artiste de cirque, longtemps. Après ça, coach de ski. J'ai voulu être designer de mode, ballerine aussi. J'ai écouté La Petite Championne et, quand j'étais toute petite. Puis gymnaste, ballerine, je dirais que c'était mes carrières de choix. T'es très jeune, là. Ouais. Fait que très côté artistique. J'aimais beaucoup le spectacle, puis l'événementiel, d'un certain sens. Ouais. Je trouve ça quand même intéressant parce que tu as quand même réussi à amener cet intérêt que tu as acquis par si jeune sur l'événementiel, le spectacle, l'art, à ce que tu fais aujourd'hui. Si on fait comme un peu une chronologie de ton parcours professionnel, ça ressemblerait à quoi où est-ce que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui avec les nombreux projets dont Air Commune? Je dirais ma première expérience vraiment marquante, ça a été ma première entreprise que j'ai partie avec, on était 10. Fait qu'on a créé, c'est une coopérative de travailleurs. On avait entre 17 et 19 ans. C'était une école de danse à Rimouski, justement. C'était la première fois où on a vu il y avait un besoin, il y avait des gens qui voulaient prendre des cours, il n'y avait pas les services qui étaient là nécessairement. Ouais. Puis on s'est dit pourquoi pas le faire. On a
organisé un spectacle bénéfice. On a fait genre 700 $. Avec ça, on a fait imprimer des posters, louer un local, puis on a offert des cours de danse. Et là, on a commencé à organiser des spectacles, des événements, des semaines de formation et un paquet. Et on a commencé à faire des produits dérivés, des t-shirts, vendre des... Fait que ça a été notre première expérience de business, je dirais. Mais étant donné que j'avais dansé, je dansais depuis que j'étais toute petite, c'était dans ma tête. Si on m'avait demandé est-ce que tu es un entrepreneur, j'aurais dit non, je suis quelqu'un qui fait de la danse et qui travaille dans le mouvement parce que je connais ça depuis à peu près toujours. Je fais du ballet jazz depuis que j'ai 6 ans. Donc, fait que ça a été ma première expérience vraiment marquante, puis qui était aussi justement une façon de rentrer un peu dans l'événementiel parce qu'organiser des spectacles de danse, ben c'est de la billetterie, c'est de la promotion, c'est s'assurer que tout le monde est à sa place pendant l'événement, gestion de puis ensuite, je déménageais à Montréal, mais ne sachant absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Puis encore là, dans ma tête, l'administration ou la gestion, je trouvais que ça avait l'air ennuyant. Et puis, je ne connaissais pas d'entrepreneurs. Je n'avais pas d'exemple. Des gens qui avaient parti une entreprise, c'était pas à la mode, on n'en parlait pas. J'avais aucune idée que c'était un choix de carrière possible. Donc, j'ai étudié en sciences politiques parce que j'ai toujours aimé les sciences humaines. Mais après quelques années, je me suis rendu compte que je voulais absolument pas travailler pour le gouvernement, ni à l'endroit. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je fais là-dedans? Puis là, j'ai pris un cours de marketing, puis là, j'ai comme fait, tu sais, le aha moment, là, ça, je comprends. Ah, wow. La psychologie du consommateur, comment vendre, comment mettre des stratégies. Puis là, soudainement, je me disais, ah oui, c'est comme quand on faisait un spectacle de danse. Ça me semble très naturel, mais là, je me suis rendu compte que j'étais douée là-dedans. Et donc, de ça a mené à d'autres projets. J'ai travaillé pour Igloo Fest, pour Pique-Nique électronique, justement dans tout ce qui est développement des affaires, commandite, en vente, ça touche un peu au marketing. Fait que ça m'a comme amené à vraiment travailler dans ce domaine-là. Et là, j'ai retrouvé tout ce que j'avais développé avec l'univers de la danse, donc l'organisation d'événements. Fait que je suis un peu tombée là-dedans. J'aimais ça. Mais après quelques années, je voulais partir encore mon entreprise. Parce que je me disais, oui, l'événementiel, c'est bien, mais je veux que ce soit moi qui tiens les rênes parce que je veux développer mes idées, puis j'ai tout le temps trop d'idées. Mais je ne savais pas quoi faire exactement. Fait que j'ai parti une entreprise de ménage sur demande parce qu'il y avait un besoin dans le marché. J'ai fait un party, puis mes parents venaient visiter. Le classique. Impossible de trouver une compagnie de ménage pour venir. Ça ne me tentait pas de le faire. Puis je me suis dit, si j'avais une entreprise qui fait du ménage sur demande, il doit y avoir d'autres personnes à Montréal comme ça qui ont besoin de ménage vite de dernière minute. Donc, on a parti une entreprise de ménage sur demande. J'ai fait ça 1 an. Finalement, je me suis rendu compte que j'aime pas le ménage. Une des premières règles que j'ai apprises, c'est que si tu pars une business, il faut que ça te passionne. Parce que c'est l'idée de pouvoir juste déléguer à tout le monde, c'est que c'est après plusieurs années que tu peux faire ça. Fait qu'au début, il faut que tu le fasses toi-même. Ouais. Puis après avoir fait moi-même des ménages parce que des employés ne pouvaient pas le faire, je me suis dit, nope, c'est pas pour moi. Fait que de fil en aiguille, je me suis rendu compte que mes 2 passions étaient vraiment l'événementiel et l'entrepreneuriat. Et là, l'idée de Air Commune est née avec des amis. Puis soudainement, c'est là que, 2e fois de ma vie, que je me suis dit, je suis sur mon X. C'est mon expérience en événementiel et ma passion du développement d'affaires puis de l'entrepreneuriat se sont mélangés ensemble. Puis là, c'est comme le projet qui me permet, qui nous permet de vraiment de se développer en tant qu'humain, mais d'offrir quelque chose d'unique aussi à Montréal. Fait que c'est un peu ça qui m'a mené de la petite école de danse à Air Commune, a short story. It's a beautiful story. J'adore ça. Puis, tu sais, on est parti du rêve, puis tu as réussi à combiner, à faire le pont entre ton intérêt artistique, l'événementiel, l'entrepreneuriat. Puis là, c'est un beau melting pot dans ce que tu fais. Souvent, j'ai fait plusieurs démarrages d'entreprise. Ouais. Puis, on dirait que chacune a amené à la prochaine. Puis des fois, je me dis justement, s'il n'y avait pas eu la compagnie de ménage, l'agence événementielle, toutes ces choses-là que j'ai faites, il n'y aurait pas Air Commune aujourd'hui. On dirait que chaque étape m'a appris des choses, puis j'ai perfectionné certains skills qui m'ont amené où je suis maintenant, puis ce qui a fait en sorte que Air Commune a pu vraiment bien fonctionner rapidement parce qu'on avait un bon timing, mais qu'on avait on a vécu plusieurs échecs, là, on peut dire, mais on avait appris de tous ces lancements d'entreprise-là.
Fait que ça a été, c'est vraiment, je pense qu'on pense souvent que quelqu'un part une première entreprise puis ça marche tout de suite. Là, on pense à Facebook, là, on a l'impression que, ben oui, une bonne idée, let's go. Mais généralement, les entreprises qui fonctionnent, c'est la 5e, 6e, 7e ou même 10e tentative d'entrepreneuriat. Fait que ça, c'est, ouais. Fait que là, je pense que c'est la bonne. Je pense que c'est mon Facebook, là, en ce moment. Ah ouais, c'est ton Facebook. OK, primeur. Hey, ce que j'ai hâte, c'est de refaire une entrevue dans 5 ans, puis que tes événements vont être un peu partout, vont être repris dans d'autres grandes villes, puis ça va être... Moi, c'est ça que j'anticipe. Et je sais pas si c'est ce que tu vois, mais moi, c'est ce que j'ai toujours vu. Honnêtement, je sais. Ben là, on est en plein milieu d'une crise. Là, fait que notre modèle, on est en train de tout revoir qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans. Fait que même moi, je sais pas exactement où on va être, mais j'ai confiance. Mais oui, je serais curieuse. Ça va être drôle de le refaire. Peut-être que je vais m'entendre, je vais être comme, oh my God, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Mais who knows? Who knows? Et justement, cette confiance dont tu es en train de parler, je pense qu'elle t'a suivi tout au long de ton parcours parce que tu parlais tout à l'heure du fait que chaque étape en fait de création d'entreprise, en fait, en tout cas du moins chaque expérience en fait a été un pas vers un autre et puis c'est ce qui a fait que ça a mené aujourd'hui à l'excellence en fait chez Air Commune justement et moi si j'en viens à te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as justement tout au long de ce parcours-là pu réaliser avec brio, par exemple, avec Air Commune. Aujourd'hui, ce serait quoi pour toi, par exemple, comme expérience que tu partagerais avec nous? Fait que mettons mon meilleur accomplissement, Oui. la chose dont je suis le plus fière. Oui. Avec Air Commune, je pense que je suis vraiment contente parce que ça n'avait jamais été fait de faire un espace de coworking extérieur. Fait que c'est vraiment parti d'une idée comme farfelue un peu parce que les gens nous disaient, ben ça ne marchera pas, ça ne s'est jamais fait, il y a une raison si ça ne se fait pas ailleurs. Puis beaucoup de personnes nous disaient même, ah, vous avez copié un concept en Europe. Puis on disait non, on l'a jamais vu, on a fait des recherches, on n'en a jamais trouvé. Puis c'est dans l'air du temps. Fait que maintenant, oui, puis on s'entend, ça existe des trucs similaires ailleurs, mais nous, on ne l'a pas vu ailleurs. C'est parti de, on aimerait ça que ça existe. De jumeler le travail et l'agréable, d'être capable de faire un meeting avec une sangria, d'être capable de profiter de l'extérieur. Puis encore là, ça vient dans nos valeurs on est tous fans de plein air. Fait que d'être capable d'amener un petit peu plus de plein air dans notre travail. Fait que le fait d'amener une idée, quelque chose qui n'a jamais été fait, jamais été vu, puis de faire embarquer des gens assez rapidement, parce qu'il a fallu, tu sais, on a dû faire un projet pilote. On n'avait pas de ressources, on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'était pas connus, on n'avait pas des noms qui étaient connus dans l'industrie, on n'avait pas de contacts particulièrement. Fait que de faire embarquer des gens dans ce projet-là pour qu'ils nous disent, ben oui, on vous permet de le faire. Oui, des commanditaires sont embarqués, puis que ça a vraiment fonctionné, puis on a tenu à notre vision. Ça, je suis vraiment fière. Puis, il y a toujours des gens qui disent « Ah non, mais tu devrais faire ça. » ou « Ah, tu devrais faire ça. Ça va marcher, ça va pas marcher. » Puis nous, fondamentalement, on y croyait. C'était le gut feeling là, que de travailler à l'extérieur, c'est un besoin, les gens veulent le faire. Donc, on y va de l'avant, puis on a vraiment tenu à cette idée-là. Puis finalement, c'est vrai, ça fonctionne. Puis ça semble tellement naturel maintenant d'avoir des espaces pour travailler dehors. Tout le monde est comme c'est impossible que personne n'y ait pensé avant. Donc ça, je dirais, je suis fière qu'on ait cru en notre idée et mené l'idée à terme jusqu'à la tester, puis que finalement, ça aurait pu ne pas fonctionner aussi, mais au moins, je ne vais jamais avoir le regret de me dire « Ah, what if? On l'a essayé. » Fait que ça ait marché, en plus, je suis très, très fière. Ça a pris combien de temps? Ah ben, vas-y Max, vas-y. Et qu'est-ce qui a été la clé justement pour pouvoir tenir à cette croyance-là en se disant de toute façon, ça va marcher, on y croit? Qu'est-ce qui a fait que tu as tenu, en tout cas avec ton équipe, tu as tenu pour... Je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment du risque calculé. On se lance pas dans le vide sans parachute. Là. Souvent, c'est un peu ça l'image, c'est comme lancez-vous sans savoir ce qui va se passer. Moi, je n'adhère pas à ça. Je suis pas une personne, je suis pas casse-cou. Ben, peut-être un petit peu plus, là, mais fait que nous, on avait
on avait vraiment calculé les risques. On avait calculé le temps que ça allait prendre. On avait calculé, puis on se disait, si on avait fait en sorte que si ça ne fonctionnait pas, on n'allait pas perdre un paquet d'argent parce qu'on n'avait pas emprunté. C'était notre temps. On avait demandé des faveurs à droite et à gauche. Fait qu'on l'avait vraiment. Puis au lieu d'essayer de faire quelque chose de très, très gros, jour 1, puis devoir emprunter 100 000, bien, on s'est dit, on va faire le minimum, aller à l'essentiel, le minimal viable product, un peu avec l'approche de Lean Startup, mais appliqué à l'événementiel, qui peut être un peu complexe parce que il faut construire un deck, il faut trouver du bois. Mais pour vous donner une idée, la première année d'Air Commune, on n'a pas acheté de matériaux, on a récupéré à droite et à gauche des plantes et du bois d'autres personnes qui avaient fait des événements et qui allaient jeter certains éléments. Fait qu'on a comme été avec un camion, là, quasiment ramasser les vieilles poubelles des autres événements à droite et à gauche pour monter quelque chose qui était totalement dépareillé. Là. C'était pas neuf, c'était une fraction du budget. Fait que je pense que de se dire, on croit en notre idée, mais on va s'assurer, on va essayer de la faire de façon à ce que si jamais personne vient, si jamais ben, on n'est pas endetté puis on n'a pas de problème. Puis le fait qu'on le fait comme ça, la première année, on a break-even sans se payer de salaire. Fait que c'était pas un succès incroyable, mais déjà, on se disait, si on le fait, on était capable de valider notre modèle à très, très faible coût pour ensuite aller convaincre des gens puis là, faire un gros projet. Fait que ça a vraiment été, bon, selon moi, je pense qu'il faut faire des risques calculés puis il faut penser à le gager un peu. Puis oui, on voudrait tout le temps que ce soit magnifique, gros. La première année, pour vous donner une idée, on avait 200 $ en budget marketing. On a fait 200 $ de Facebook Ads. Là. That's it. Puis on a réussi à avoir quand même plus de 10 000 personnes qui sont venues. Fait que, OK, là, imagine qu'on met 10 000. C'est ça, t'as la ville. C'est ça. En tout cas, c'est ça qui s'est passé étape en étape. Mais je pense que ça a été une des clés de notre succès, définitivement, d'avoir commencé petit. Génial. Puis, ça vous a pris combien de temps, justement, pour... Donc là, après cette première année, vous avez eu validation du produit, du projet. Puis là, vous avez fait, OK, on se lance. Il devait quand même tout de même avoir eu ce défi en termes de, oui, OK, aller chercher ce 10 000 personnes, c'est le fun, mais là, il faut que tu les ramènes. Puis il faut que tu réussisses à ramener du nouveau monde, mais il faut que tu réussisses également de le financer parce qu'à un moment donné, d'aller chercher du bois puis des plantes un peu partout, ça ne devient pas viable. Non. Bien, nous, tu vois, notre idée, c'était si on réussit à prouver notre concept, parce qu'au début, les gens doutaient de est-ce que ça va vraiment fonctionner parce qu'on ne l'a jamais vu. Tu sais, un bar, un restaurant, on sait que ça marche, les gens mangent. Mais là, un espace comme ça, on ne peut pas avoir du financement parce que c'est de l'événementiel. Avec les banques traditionnelles, non, mais même les partenaires ou les commandites privées, c'était quand même, il y avait peur un peu. Fait qu'une fois qu'on a prouvé notre concept, puis on leur a montré que les gens sont venus, les gens ont aimé ça, on a eu des ventes, on avait des chiffres, bien là, on était capable de faire des tableaux, puis de dire, OK, maintenant, imagine avec un investissement, qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher? Fait que là, ça a donné beaucoup de crédibilité, puis d'avoir des photos, d'avoir des images. Bien là, on était capable d'aller chercher beaucoup plus de partenaires dans le projet, parce que même si ça avait été très petit, déjà de montrer une photo, puis de dire, hey, regarde, en 1 mois, j'ai eu 10 000 personnes. Puis là, ils disaient, ah, OK, bien, il y a quelque chose. C'est là, on peut croire là-dedans. Fait que ça a été plus facile pour là aller chercher du financement pour le faire. Mais aussi, c'est que nous, nos opérations sur 1 mois, c'est vraiment difficile de rentabiliser le temps et les matériaux nécessaires. Mais sur 4 mois, ça fonctionne beaucoup mieux. Fait qu'on savait que ça allait être plus profitable de le faire sur 4 mois. Mais là, on avait tout l'hiver pour se préparer à lancer, dans le fond, une vraie été. Puis on avait aussi... on avait fait le test à la fin de l'été parce qu'on a eu les approbations vraiment tard. On se disait, est-ce qu'on attend l'année prochaine pour le faire 4 mois directement ou est-ce qu'on fait un petit test de 1 mois, mais au mois d'août? Fait que c'est sûr qu'il y a moins de gens qui viennent, c'est plus dur à communiquer, c'est la fin de l'été, plus de risques météo. Mais au moins, après ça, tu as déjà un brand, puis des gens qui sont venus, puis là, tu peux avoir du repeat customer. Fait que tous les gens qui sont venus la première année qui ont aimé ça, là, la deuxième année, quand on l'a annoncé, c'était comme « Ah ouais, je suis allée l'année passée. » Ah, puis là, eux invitaient leurs amis. Puis c'est vraiment ça, c'est le bouche à oreille, nous, qui a été notre grande force. Si les gens venaient une fois, ils revenaient. Mais ils revenaient avec 10 amis. Les 10 amis venaient une fois, après ça, ils revenaient avec 10 amis aussi. Puis ça a comme explosé comme ça. Parce que l'expérience sur le site était au rendez-vous. Puis nous, on misait sur un paquet de choses.
il y a de la place. Tu n'as pas besoin de réservation. La musique est bonne. Ben, c'est nos DJ qu'on book. On a vraiment un gros contrôle. L'espace est beau. Il y a le coucher de soleil. Les cocktails sont bons. On avait vraiment comme... On garantit que l'expérience va être vraiment agréable. Et donc, moi, je savais que si quelqu'un vient, il va revenir. Fait que l'idée, c'est comment est-ce que tu attires assez de gens. Mais là, le repeat, les gens qui sont venus dans le projet pilote, qui ont ramené les personnes, c'est pour ça qu'on a mis aussi l'accent beaucoup sur la programmation, pour avoir un paquet d'événements différents qui amenaient des acteurs locaux, des entreprises locales qui amenaient leurs employés et tout. Puis je pense à moitié le deuxième été. Fait qu'on a fait notre projet pilote en 2017, puis je dirais juillet 2018, c'est là que ça a commencé à vraiment augmenter de façon exponentielle. Puis là tout le monde commençait à connaître et à développer. Fait que ouais, c'était... mais nous, le fait d'avoir un case study, ça a été vraiment un game changer en termes de financement puis de partenaires et tout, parce que là, ils pouvaient identifier, ils pouvaient voir c'est quoi. Alors que faire embarquer des gens sur un projet qui est juste sur papier, c'est vraiment difficile. Puis quand tu n'as pas la réputation, l'expertise encore, les gens ne nous connaissaient pas, là, c'était comme... Ça prenait beaucoup de skills de négociation. Ben écoute, vous avez réussi à faire votre preuve, puis je veux dire, ça fait longtemps, en tout cas, moi j'étais voisin, Oui. j'étais juste à côté, et que je les entendais, mais c'était génial. Moi, j'adorais y aller avec mon fils. Ah oui. Bien, tu vois, c'est aussi un endroit où les enfants pouvaient venir. Il n'y en a pas beaucoup des lieux comme ça à Montréal en plein air. C'était un de nos critères aussi, que les enfants et les chiens soient les bienvenus. C'était vraiment important pour nous dans le design de l'espace. Tu as parlé tout à l'heure Air Commune, puis les autres qui sont suivis sont venus d'un dénominateur commun qui était l'entrepreneuriat, l'événementiel, l'art, des choses qui venaient de chercher vraiment, c'était un peu ta passion. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'animent au-delà de toutes ces choses-là que tu as nommées? Je sais, au début, tu avais parlé du ski, mais j'imagine que est-ce que c'est ça ton échappatoire dans tout ça? Je dirais pas que j'ai des échappatoires, parce que je pense pas que j'ai besoin de m'échapper. Mais c'est certain que passer du temps dehors, puis faire du plein air, mais même être dehors, c'est vraiment important pour moi. Puis je pense que mes passions, les choses que j'aime dans la vie, j'essaie de les mettre dans mon travail un peu. Fait que c'est pas une coïncidence tant que ça qu'on a créé un espace de travail extérieur. Je crois fondamentalement qu'on devrait pouvoir passer beaucoup plus de temps à l'extérieur. Ouais. Je crois au travail moderne, le flex time, le travail de la maison, le travail un peu partout. Là, j'ai vraiment de la difficulté avec être dans des boîtes là, ou être dans des règles trop stiff. Rigide. Oui, la rigidité des règles. Moi, je suis très orientée sur les résultats. Fait que si les résultats sont là, ben, je pense qu'on devrait avoir la liberté et la créativité d'atteindre ces résultats de la façon qu'on peut. Donc, c'est sûr que tout ça, ça fonctionne bien dans mes passions d'être capable de justement partir en ski puis faire du plein air, puis d'être dehors. Ben, j'ai créé une entreprise qui permet de faire ce genre de choses-là puis qui l'intègre bien. Mais au-delà de ça, je dirais que j'aime beaucoup l'entrepreneuriat en général. Je trouve que la créativité et l'innovation, de pouvoir créer des entreprises qui répondent à des besoins, je trouve ça fascinant, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovations sociales, puis même de solutions au changement climatique ou aux inégalités sociales vont venir de l'entrepreneuriat. Je crois fondamentalement à la responsabilité entrepreneuriale. Je pense que des fois, on a l'impression, les gens, on pense que l'entrepreneur, la première chose, c'est faire du profit. Je pense qu'il y en a, oui, mais il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui amènent des solutions concrètes puis qui sont doing business for a greater good. Il y en a plus qu'on pense. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que notre gouvernement est quand même limité en termes de réponse à certains problèmes. Puis en ce moment, on le voit énormément. Là, je pense avec les problèmes sociaux qui se passent puis la pandémie. Fait que l'entrepreneuriat social, je dirais, puis beaucoup la diversité en entrepreneuriat, les femmes en entrepreneuriat, je pense que ça change beaucoup la façon que les gens voient les entreprises et gèrent les entreprises. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puis j'essaie d'intégrer dans la programmation de nos événements, puis de m'impliquer dans certains organismes
on a commencé à travailler avec tous les projets qu'on va faire parce qu'il y a Air Commune, mais les autres, Autonomie de Nouvelle Vague et tout, on s'associe avec des organismes pour remettre une partie de nos ventes. On a pris une décision cet été que tous les projets qu'on va faire dans le futur vont être associés avec un organisme d'une façon ou d'une autre, soit avec justement un don financier ou avec donner des espaces, ou en tout cas, mais d'avoir une cause associée, parce que ça fait aucun sens pour nous de faire comme business as usual un peu, quand il y a autant de problèmes. Puis si on est capable de créer de la valeur, créer de l'argent, créer de l'emploi, bien, on peut aussi créer une plateforme ou même être capable de redonner des sous à certains organismes qui travaillent à aider des causes sociales. Fait que l'entrepreneuriat social, je dirais, je pense que c'est là pour rester. Je pense que ça devient de plus en plus grand. Ça m'intéresse énormément. C'est une longue réponse. Très, très passionnant. C'est surtout c'est un plaisir de t'écouter. C'est très passionnant. Alors, malheureusement, on arrive à la fin de cette entrevue. Si ça tenait qu'à nous, on l'aurait laissé vraiment continuer. Et justement, à travers toutes ces choses passionnantes-là, vraiment qui te tiennent à cœur, qu'est-ce qui t'a, on va dire, inspiré durant tout ce parcours-là? Qu'est-ce que tu veux partager avec nous, en fait, en termes d'inspiration? Parce que nous arrivons maintenant à la minute signature, qui est la minute où tu nous partages une phrase de motivation, une phrase d'inspiration. J'ai pas beaucoup de citations comme telles. Je suis pas une genre de personne qui lit beaucoup de citations et tout, mais il y a une phrase qui m'a déjà frappée qui était It's never too late to be who you might have been. Je sais même pas qui l'a fait, mais je pense que ça parle beaucoup de créer la vie qu'on veut avoir, créer l'entreprise qu'on veut avoir, créer l'environnement. Puis un des grands sujets en entrepreneuriat, c'est la peur de se lancer, puis d'attendre que ce soit le bon moment, d'attendre que... Puis je pense que ça, c'est important de se dire, il n'est jamais trop tard pour commencer. Puis on doit commencer à faire les choses qu'on veut faire demain matin. Puis petit à petit, mais il n'est jamais trop tard pour retourner à l'école, il n'est jamais trop tard pour partir d'une entreprise, il n'est jamais trop tard pour s'impliquer en politique. Je pense que c'est vraiment important de se rappeler qu'il faut commencer. Si on veut, puis pas juste le changement, là, mais si on veut faire quelque chose, il faut commencer maintenant à le faire. Ça me guide, je pense que ça, le sens d'urgence dans les projets, ça me parle énormément. Ben, en tout cas, je pense que tu es faite pour l'événementiel, parce qu'on sait que dans l'événementiel, on est toujours dans l'urgence, mais c'est notre capacité de s'adapter et de répondre rapidement aux défis qu'on fait face. Donc, écoute, Émilie, c'était un honneur. C'était vraiment un honneur de t'écouter, de le partager, comme Max l'a dit. Je pense que notre entrevue, elle aurait pu durer une éternité. Donc, je dis pas non à une deuxième partie d'entrevue. Donc, merci infiniment de ton temps. Merci à vous. Donc, j'aimerais prendre également un moment de remercier tous ceux qui nous écoutent. On sait que votre temps est précieux, donc on est très honorés que vous le passez avec nous. Donc, Max, toujours un plaisir. Partagez, Jeff. Merci encore, Émilie. Je vous encourage à nous suivre sur nos différentes plateformes, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Je répète, le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. Merci.